Juin 2025, depuis Bamako, recevez nos salutations. Cher public, chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans le cadre de l'émission Les mots de Michael. Comme d'habitude, nous recevons notre confrère, notre collègue depuis Moscou, Michael, pour décrypter l'actualité en lien avec la Russie, l'Afrique et voire même avec d'autres pays du monde. Et cette fois-ci, nous avons comme thème la position stratégique de la Russie par rapport à ce qui est en cours entre l'Israël et puis l'Iran. Parce que nous avons vu les médias propagande essayer de désinformer sur une position de la Russie. De faisant les choses, nous avons un expert qui n'est plus à présenter, Michael, qui essaie de décrypter les questions des positions stratégiques de la Russie de par le monde. Avec lui, nous allons essayer de comprendre davantage. Michael, recevez nos salutations depuis Moscou. Bonjour Issa, bonjour cher public du Gandhi Malien TV et tout le monde en Afrique et ailleurs. Encore une fois, c'est un grand plaisir de se retrouver sur votre plateau pour décortiquer un autre sujet pertinent et intéressant qui est la position de la Russie et surtout la position stratégique au Moyen-Orient et notamment dans le conflit qu'on vient d'avoir entre l'Iran et Israël. Merci beaucoup, Michael. Sans plus tarder, nous allons entamer par la première question. C'est les relations. Quelles sont les relations de la Russie, de la Fédération de Russie, avec les deux belligérants? C'est-à-dire, quelles sont les relations entre la Russie et l'Iran et quelles sont les relations entre la Russie et Israël? Bon, la question est intéressante. Bien sûr, nous pouvons constater que pour le moment, nous avons des relations qui sont plus profondes, plus proches avec la République islamique d'Iran, vu l'accord sur la coopération stratégique qu'on a discuté auparavant au cours de cette émission. On a bien décortiqué ce sujet. Donc, la Russie et l'Iran sont des pays amis, des pays alliés, sont des pays voisins parce que la Russie et l'Iran partagent l'espace maritime de la mer de Caspie. Nous n'avons pas de la frontière maritime directe, mais de toute façon, les deux pays se trouvent sur les côtes de la mer de Caspie. En ce qui concerne Israël, nous entretenons également des relations qu'on peut appeler euh, des relations normales, mais malheureusement, vu euh, le non-respect des normes de droit international par Israël, ça pose bien sûr beaucoup de questions parce que même vu les dernières attaques, les dernières frappes que les pays se sont échangées, notre ministère des Affaires étrangères a, hum, a dit que Israël doit se restreindre dans le cadre des normes de la loi internationale que des frappes portées contre Iran ne sont pas à tolérer
Notre président Vladimir Poutine a aussi clairement exprimé sa position et la position de notre État en marge du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, notamment pendant la session plénière. Nous continuons à avoir des relations économiques, diplomatiques avec Israël, mais je ne peux pas l'appeler euh, en ami ou en allié de la Fédération de la Russie. C'est l'un des partenaires dans la région, pas plus que ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Michael est un expert des questions internationales concernant la Russie et d'autres pays du monde. Donc nous précisons qu'il n'est pas un membre du gouvernement, il parle à son nom en tant qu'expert. C'est pourquoi nous avons la chance Évidemment. de profiter de ces expertises. Michael, toujours restant sur la première question, vous avez signifié que actuellement l'Iran et la Russie ont des accords, des traités bilatéraux qui sont très très importants, notamment les partenariats stratégiques globaux, mais que de l'autre côté, l'Israël n'est pas, on ne pourra pas dire que c'est un allié, ce n'est pas aussi un ennemi, mais vous avez des relations plus ou moins en tout cas stables. Mais est-ce que cela n'est pas aussi dit en partie quand, parce que nous savons que les forces russes avaient de très bons partenariats avec le pouvoir du président Bachar al-Assad et qu'à l'époque même un avion de la Russie a été abattu suite à un jet de l'armée de l'air israélienne. Et nous savons aussi que les terroristes qui ont pris le contrôle de la Syrie, sans doute, Israël a participé d'une manière ou d'une autre parce que Israël annexe une partie du plateau de Golan. Et est-ce aussi, toujours dans le cadre des refroidissements de ces relations, est-ce la prise en partie un peu du côté de Zelensky par Israël plutôt qu'en faveur de la Russie? Est-ce que tout cela n'a pas contribué à refroidir davantage les relations entre la Russie et Israël? Euh, Bien sûr, la question d'une certaine implication d'Israël dans le conflit ukrainien, dans l'opération militaire spéciale, euh, ça a contribué également, je crois, à l'état actuel des relations bilatérales entre la Russie et Israël, parce que nous avons vu des livraisons, hum, Des systèmes de défense antiaérienne, d'aide humanitaire, hein, aide comme humanitaire. l'État israélien appelait ça à l'époque, mais on connaît également qu'il y avait des missiles utilisés effectivement dans des systèmes antiaériens, de la défense antiaérienne. Il y a également des entrepôts du matériel militaire américain qui sont situés en Israël et qui ont été utilisés pour fournir en matériel militaire les forces armées ukrainiennes. Et ça, je crois, est bien compté par les autorités russes quand les dirigeants de notre pays euh, décident de notre politique extérieure. Je crois que tout ça est pris en compte parce que ça, de toute façon, toutes ces actions-là sont on peut les appeler l'aide à l'une des parties En conflit. belligérantes Oui. dans l'opération militaire spéciale. Ok. Michael, nous restons toujours avec vous. Vous aviez dit dans votre réponse précédente
qu'il y a bien sûr un accord de partenariat stratégique global entre l'Iran et la Russie. Et d'ailleurs, cet accord, nous avons eu à commenter ça ici. Et puis l'Iran et la Russie partagent le même espace maritime au niveau de la mer Caspienne. Mais est-ce cet accord de partenariat stratégique global qui inclut à la fois les questions de défense et de sécurité, des questions économiques, volets diplomatiques, toutes les questions. Il s'agit de partenariat stratégique global. Et cet accord peut servir de cadre à la Russie afin d'apporter une assistance militaire à l'Iran en cas de guerre. Cet accord hein, du partenariat stratégique global ne porte pas sur le domaine militaire, ni implique pas euh, Assistance mutuelle. excusez-moi. Assistance mutuelle. Euh, donc, je disais que cet accord n'implique pas la défense mutuelle des deux parties. Mais bien sûr, comme vous avez vu, il y avait des échanges téléphoniques entre président Poutine et les dirigeants de l'Iran, y compris le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui est venu le 23 juin, il y a une semaine à Moscou pour des consultations avec notre président qui a eu des pourparlers avec notre président. Nous avons exprimé le euh, soutien aux dirigeants du pays en question. Euh, Nous ne savons pas ce qui se passe dans les couloirs, derrière les coulisses des politiques internationales, mais à que je sache, il y avait des avions venant de différents pays en Iran, y compris des pays tels que la Russie, la Chine, et nous ne pouvons pas constater, nous ne pouvons pas savoir ce qui était dans ces avions, mais il y avait quelques avions qui visitaient le pays d'Iran, et c'était des avions en provenance de la Russie. Ok. Merci beaucoup. Toujours dans ces mêmes ordres d'idées. Le président Trump avait appelé son homologue, le président Poutine. C'est Trump même qui a révélé en première position, si je ne me trompe, cette information. Pendant que la guerre battait son plein entre l'Iran et puis Israël. Et des dires de Trump, il aurait demandé au président Poutine de s'impliquer pour parvenir à une paix. Pourtant, nous savons que la Russie est un pays très proche de l'Iran. En cas de guerre, le fait que les États-Unis même ont pris parti du côté d'Israël, le fait qu'ils demandent au président Poutine d'être simplement un médiateur dans ces conflits. Comment voyez-vous ça? Comment vous analysez cet appel téléphonique entre les deux présidents? Effectivement, c'était le président américain Trump qui a initié une conversation téléphonique avec président Poutine, y compris par rapport au conflit irano-israélien. C'est même Trump qui a dit que président Poutine a proposé d'être un médiateur dans ce conflit et c'est encore une fois Trump qui a riposté par dire qu'il faut d'ailleurs s'occuper de ton pays et de tes problèmes et puis on va parler de l'Iran. Euh, une question comme ça,
dans la région où la Russie a été présente et est jusqu'aujourd'hui présente, qui est très proche de la Russie, que ce soit de ses frontières géographiques, que ce soit de ses frontières géopolitiques. Les questions de cette région ne peuvent pas être décidées sans la Russie parce qu'elle préserve sa présence dans la région. Il ne faut pas oublier que même avec l'arrivée de nouveaux dirigeants dans la République arabe de Syrie, la Russie a gardé sa base militaire maritime dans la région de Lataki et nous ne sommes pas demandés de quitter cette base. Donc, nous sommes dans la région et une question comme ça, vu surtout que c'était des actions militaires, c'était des actes de guerre entre Iran et Israël, la Russie ne peut pas être laissée hors cadre, surtout ayant de bonnes relations avec Iran. Je crois que le président Poutine a joué son rôle dans la résolution de euh, ce conflit et nous avons, sans quelques hésitations, sans des équivoques, démontré la position de notre pays, la illégitimité des frappes des États-Unis et d'Israël euh, sur l'Iran. Président Poutine a clairement exprimé son soutien au pays, à l'Iran. Et également, encore une fois, il y avait des échanges téléphoniques entre président Poutine, président Trump et les dirigeants de la République islamique de l'Iran. Monsieur Poutine n'est pas euh, un nouveau-né dans ce monde des jeux politiques. C'est président Trump qui peut s'autoproclamer le pacificateur d'un conflit, comme par exemple le conflit entre le Pakistan et l'Inde, même si c'était président Poutine qui a résolu ce conflit, ce problème, et je crois qu'il a joué un grand rôle dans cela. Il ne va pas se vanter partout euh, pour avoir apaisé un conflit comme ça. Ok, Michael, toujours vous dans l'aide d'un expert, Michael. Vous l'avez si bien dit, le président Poutine est très expérimenté. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il a connu le président Bush Junior, qu'il a connu les deux mandats aussi du président Obama, qu'il a connu les premiers mandats de Trump, Joe Biden, puis Trump encore. Donc il est très expérimenté. Depuis qu'il est en place, ils ont fait des va-et-vient et qu'il est sur place, il s'y connaît réellement dans les relations internationales. Mais Trump quand avant d'arriver, il dit qu'il va mettre fin à l'opération spéciale de la Russie et Ukraine, parvenir à une paix en 24 heures. Le même Trump qui dit que c'est le président Poutine qui l'a sollicité pour être médiateur. Le même Trump qui dit que c'est lui-même qui a appelé le président Poutine. Le même Trump qui fait des comptes rendus. Le même Trump, mais finalement, est-ce que Trump est vraiment cohérent, Michael? Je crois que
comme chaque politicien américain euh, et chaque président élu américain qui arrive et qui va arriver au pouvoir, il, euh, il a donné des promesses hum, euh, pour assurer euh, l'approbation du peuple, pour assurer que les électeurs vont choisir lui, le président. Je crois qu'il a vraiment et qu'il avait et qu'il a jusqu'aujourd'hui des projets d'une pacification de ce conflit en Ukraine, un projet, un plan de comment résoudre ce conflit, de comment mettre fin à ce conflit en ayant des négociations avec président Poutine. Mais la chose est que l'Amérique, ce n'est pas président seul. Vous avez aussi le Parlement américain qui s'est opposé plusieurs fois même au président Trump et à beaucoup d'autres présidents. C'est le Congrès américain qui a beaucoup du pouvoir concernant par exemple la proclamation de guerre ou l'introduction de nouvelles sanctions contre des pays. C'est au pouvoir du Congrès. Donc, ils ont leur pouvoir et de temps en temps, ils peuvent contredire au président américain, à président Trump dans cette situation. Vous avez aussi le fameux Deep State américain qui est toujours là, qui est toujours sur place. La partie démocratique des États-Unis est toujours sur place. Elle est toujours impliquée dans la politique internationale et domestique des États-Unis. Donc, ce président, Monsieur Trump, il a beaucoup d'obstacles et il doit euh, jouer conformément aux règles de la politique américaine. Sinon, on a déjà vu, après les frappes sur l'Iran, sur les sites nucléaires de l'Iran, plusieurs membres du Parlement américain ont porté euh, au euh, Parlement américain, ils ont porté la proposition de destitution du président Trump. Il a eu ça plusieurs fois pendant son premier mandat. Il a déjà eu la première proposition de destitution pour ces frappes illégales sur l'Iran. Donc ça, ce sont des questions vraiment compliquées et c'est pour ça que Trump semble et est en effet incohérent parce qu'il doit manipuler beaucoup de gens pour euh, il doit manipuler beaucoup de gens, il doit manœuvrer en politique pour maintenir ses positions et son poste. Oui, ceci étant, Michael, vous avez d'ailleurs ça permet à beaucoup de comprendre pourquoi ces incohérences de la part de Trump. Vous l'avez si bien dit. Pour être beaucoup plus clair, il y a un état profond là-bas. Il y a des organisations, des groupes, des lobbying qui sont très puissants, qui ont aussi une certaine influence sur les détenteurs du pouvoir et
En matière de guerre, le président est très limité. C'est le Congrès qui détient véritablement le pouvoir. C'est pourquoi ça part dans tous les sens. Souvent, Trump qui dit il a été élu pour faire la paix dans le monde, et le même Trump qui ordonne des frappes, y compris les bombes les plus lourdes jamais utilisées jusque-là. On ne parle pas de bombes atomiques, mais dans le cadre d'une guerre conventionnelle, les bombes GBI-57, lourdes de 13,6 tonnes, de telles bombes que c'est Trump qui autorise à ce qu'elles soient larguées contre un pays souverain, un pays indépendant en toute illégalité. Vous l'avez si bien d'ailleurs dit, ceux qui disent vouloir destituer Trump pour ces bombardements, parce que c'est une attaque illégale selon eux, mais les États-Unis n'ont jamais mené une guerre juste, jamais une guerre légale dans leur histoire, qu'elle soit l'invasion de l'Irak, l'agression contre la Syrie, contre la Libye. Ils ont outrepassé le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ils n'ont jamais fait de guerre juste. Mais ce que vous dites, sans doute Trump a aussi les pieds et les mains liés. Donc, c'est un jeu de manipulation. Souvent, quand on dirige les États-Unis, on manipule, on est manipulé, on est souvent embourbé. Michael, vous, en tant qu'expert, comment vous voyez les bombardements de la coalition israélo-américaine contre des sites nucléaires, lesquels sites nucléaires sont d'ailleurs soumis à une inspection de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est une structure des Nations Unies. Comment bombarder des sites qui sont en tout cas sous inspection de l'ONU? Comment vous pouvez expliquer ça? Euh, Vous savez, dans le monde actuel, vous n'allez pas trouver beaucoup d'explications. Euh, de plus en plus souvent, c'est juste, comme on dit ça en russe, c'est le droit du plus fort. Oh, Il n'y a pas de justification, d'excuse, d'explication. C'était des frappes illégales contre un pays souverain et il n'y a pas d'excuse pour cela. Eux, les Américains et les Israéliens, ils peuvent inventer, imaginer des explications, des excuses, mais le fait est que les frappes contre Iran sont illégales. C'est même la directrice de l'Agence nationale de surveillance des États-Unis qui a dit il y a juste quelques mois, un mois de mars, si je ne me trompe pas, qui a dit ouvertement, officiellement, qu'on ne parle pas d'enrichissement de l'uranium en Iran dans le but militaire, qu'il n'y a pas des sites euh, de production, de fabrication des armes nucléaires. C'était des propos, des paroles de la directrice de l'Agence nationale de surveillance des États-Unis. C'est aussi le directeur de l'Agence internationale nucléaire, Monsieur Grossi, si je me trompe pas, oui, Raphaël euh, Grossi. qui a dit qu'il ne voit pas des activités militaires sur les sites nucléaires d'Iran. Il y avait euh, aucune preuve de telles activités, des fabrications, des préparations à fabriquer, à produire des armes nucléaires. C'est un peu la même chose comme avec Irak, quand M. Powell a montré quel- quelques verres avec quelques armes de destruction massive
en armes chimiques, biologiques. Et après ça, on a vu l'intervention sur le sol souverain de l'Irak. Ça, heureusement, les, la force des frappes, la force d'intervention n'est pas aussi grande qu'auparavant, mais en effet, les situations sont un peu parallèles et même identiques. Vous avez un excuse imaginaire juste à inventer la raison pour laquelle vous allez utiliser le droit du plus fort. Iran n'a pas trop subi de ces bombardements américains. Il a préservé ses sites, ses capacités d'enrichissement de l'uranium. Les frappes d'Iran et des États-Unis n'étaient pas aussi efficaces qu'il voulait et qu'il parle maintenant dans tous les médias, dans tous les réseaux, que oui, on a détruit le programme nucléaire d'Iran, qu'on a détruit les avancements d'Iran de ces dernières années. En effet, les frappes étaient beaucoup plus symboliques que efficaces. Iran a pu amener Israël et les États-Unis à ce que les frappes soient terminées, comme par exemple, vous voyez, imaginez ça vous-même. Il y a au commencement de cet échange des frappes, au commencement de cette guerre à 12 jours, Israël disait qu'ils vont changer, qu'ils vont renverser le pouvoir en Iran, qu'ils vont changer le pouvoir, qu'ils vont détruire Ayatollah Khamenei. euh, et ils ont dit qu'ils vont détruire tout, toutes les sites nucléaires, qu'ils vont détruire tous les commandants militaires du pays, de l'Iran. Mais où en sommes-nous? Le pouvoir est toujours là. Il y avait des frappes, c'est sûr. Il y avait des dégâts, il y avait des commandants qui ont été tués après ces frappes illégales. Mais après, par exemple, quand on a vu le parade en Iran, on a vu plusieurs commandants iraniens qui ont été proclamés morts, tués par Israël. Et Ayatollah Khamenei est toujours là, il est toujours au pouvoir, il toujours dirige son euh, pays. Donc, je crois qu'Iran, que peut-être président Poutine, ils tous ont trouvé ensemble des arguments pour mettre fin à cette agression illégale. Ok. Michael, et même ça, nous rappelons, même si il y avait ce qu'ils appellent l'enrichissement de l'Iran, même à but militaire, ce n'est pas à Israël et les États-Unis de se lever un beau jour aller bombarder un pays. Il faut passer forcément par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais vous l'avez si bien dit, ils sont en train, ce monde, c'est devenu une jungle. C'est un rapport de force. Les plus forts sont en train de s'imposer sans doute. Même en ce qui concerne l'opération militaire d'ailleurs contre l'Irak, cette agression, si c'était réellement des sites où il y avait de l'enrichissement des armes, de destruction massive, il fallait se limiter à ça. Pourquoi aller renverser un régime et vouloir imposer un autre pouvoir, peut-être, bon, là encore, c'est un autre dégât. Mais la cinquième question qui va un peu encore
dans ces mêmes cadres, c'est nous avons vu quand les Ukrainiens de l'Est ont appelé au secours parce qu'ils étaient victimes de tueries et autres, ils ont appelé à l'aide la grande puissance de la Russie. Le monde occidental a crié que c'était une violation de la souveraineté ukrainienne et qu'il fallait sanctionner la Russie. Mais de même, la coalition israélo-américaine, et l'Iran qui n'a aucune frontière terrestre avec Israël, et cette coalition attaque l'Iran, mais on n'appelle pas à en tout cas à des sanctions contre les États-Unis, contre Israël, mais plutôt nous attendons Emmanuel Macron, par exemple, dire que tout simplement Israël a droit de se défendre. Or, dans le droit international, la guerre préventive, ça n'existe pas. Michael, c'est quoi votre point de vue? Ça, c'est la politique euh, préférée, très chère au cœur chaque dirigeant occidental, qu'on appelle deux poids, deux mesures. Ici, on parle euh, que ce soit le cas de l'opération militaire spéciale du conflit ukrainien, que ce soit la situation avec les frappes israéliennes contre l'Iran, Occident, les pays occidentaux ont leur mec, on peut dire comme ça, dans cette situation. Ils ont la personne qu'ils soutiennent. En Ukraine, c'est Zelensky. Euh, En Israël, c'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Euh, et ça aussi, c'est la raison, l'explication la plus simple. Eux, ils travaillent dans l'intérêt des Occidentaux, des puissances occidentales. Dans une situation, on va proclamer le régime de Kiev en victime de l'agression russe appelait tous les pays du monde à sanctionner la Russie, à rompre les relations avec la Russie et à soutenir l'Ukraine, ses forces armées. Parce que c'est l'Ukraine, le dirigeant ukrainien Zelensky qui est la poupée des Occidentaux. Tandis qu'on parle du conflit au Moyen-Orient, c'est Israël qui est l'instrument occidental dans la région. Et même si on parle d'une situation où cet État, Israël, frappe le premier à notre État, à notre pays souverain, on va continuer à le soutenir, à lui donner du matériel militaire, hum, des moyens à continuer de telles agressions. Parce que le but ultime, la tâche ultérieure est de d'empêcher le programme nucléaire d'Iran. Et c'est Israël qui est l'instrument de cet empêchement. C'est pour cela qu'il est permis n'importe quoi à Israël. C'est tout simple comme ça. Si c'était vice-versa, si c'était Iran avec un régime sous contrôle des Occidentaux et c'était Israël sous contrôle des, je ne sais pas, des radicales, des quelques radicaux, comme on les appelle les dirigeants de l'Iran.
Et si c'était Iran qui frappait Israël le premier pour empêcher le développement d'armes nucléaires, d'armes chimiques, d'armes biologiques, ou je ne sais pas de quelles armes. Et c'était dans l'intérêt des Occidentaux. On applaudissait l'Iran et Ayatollah Khamenei dans tous les médias, surtout les sites web, dans toutes les capitales occidentales. On applaudissait Iran et ses dirigeants. Mais la situation est telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'on applaudit Israël pour sa détermination. On applaudit son droit d'autodéfense et hum, euh, on dit que c'est Iran qui a appelé tous ces malheurs euh, sur son peuple lui-même avec le développement de son programme nucléaire. C'est tout simple que ça. De mesures. Et c'est notre dernière question dans le cadre de la présente émission. Michael, selon vous, à quand la fin de ces deux poids, deux mesures dans les relations internationales? Où on va rester avec? On est en train de changer le monde. Bien sûr, ça ne se passe dans un clin d'œil. Mais déjà, vous voyez, le meilleur exemple, c'est la Russie avec l'opération militaire spéciale. Nous n'avons pas eu peur de faire notre propre politique extérieure et domestique. Nous n'avons pas eu peur à se défendre contre les Occidentaux. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, on a vu le cas de Libye. Euh, elle n'a pas pu se défendre, elle n'a pas pu résister à l'agression de l'Occident parce que le monde n'était pas encore changé par le Sud global. Maintenant, on est déjà à ce stade où nous avons des pays avec des leaders nationaux forts qui ont la volonté à défendre leur nation, leur territoire contre l'agression occidentale. La même chose dans la région du Sahel avec la Confédération de l'AES. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer la situation que nous avons au Mali, au Niger, au Burkina? Non, il n'y avait pas des pouvoirs, des dirigeants qui protégeaient leur nation et il n'y avait pas des moyens à mettre fin au terrorisme. Tandis que maintenant, on est déjà dans cette situation quand le monde se lève, le monde dit assez, c'est assez. On veut nos droits, on veut notre souveraineté, on veut notre liberté. Avec chaque année qui va passer, on va voir beaucoup plus de pays qui vont joindre ce mouvement de libération. On voit déjà maintenant que ce ne sont que quelques 30, 40 pays
qui sanctionne la Russie et ses alliés, qui sanctionne la Confédération de l'AES et ses membres, et d'autres pays qui se lèvent pour protéger leur souveraineté. On voit déjà que c'est une partie du monde, que ce soit en termes de population, que ce soit en termes de l'économie, qui est relativement petite. Et chaque année, on va augmenter le pourcentage. Chaque année, on va avoir plus des pays libres, plus des pays souverains. Et dans quelque temps, peut-être d'ici dans euh, 20 ans, on va voir que c'est l'Occident et les puissances occidentales qui sont enclavées, enfermées dans ce monde multipolaire des pays, des nations souveraines. Merci beaucoup, Michael. L'émission touche à sa fin. Votre mot de la fin, Michael. Merci beaucoup, comme toujours, à chaque spectateur, à chaque personne qui a suivi cette émission. Je tiens cher à votre intérêt pour cette émission et pour les sujets que nous, avec cher général Issa, évoquons à chaque fois. Restez connectés, restez avec nous. Nous avons nous sommes pleins d'autres sujets à discuter avec vous. Merci beaucoup. D'autres sujets à discuter avec ces publics désormais fidèles à l'émission Les mots de Michael, un public qui s'impatiente souvent. Nous vous remercions, nous vous saluons et nous espérons vous retrouver dans le cadre d'un autre numéro, toujours la même émission. Mais d'ici là, des programmes continuent sur Gandhi Malian TV. Restez connectés. Merci à vous et nous espérons que le monde multipolaire va s'imposer comme l'a dit Michael. Merci et à très bientôt.